Chérie, utilise la carte de maman. Elle a environ 130 000 € d'économie. Mon fils a dit, en tendant ma carte à sa femme sans ma permission. Elle est allée directement au centre commercial et a rempli son caddie d'électronique, de vêtements et de parfums importés. La caissière a encaissé les achats, 82 000 €, a inséré la carte, a regardé l'écran et a dit « Désolé, mais cette carte est... » Chérie, utilise la carte de maman. Elle a environ 130 000 € d'économie. J'ai entendu la voix de mon fils Édouard depuis le salon, et j'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. J'avais les mains couvertes de farine lorsque ces mots ont traversé le mur et m'ont frappé en pleine poitrine comme un poing fermé. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Mon propre fils, l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois, celui que j'ai allaité et élevé seul après que son père nous a quittés, donnait ma carte bancaire à Grace, sa femme, comme si elle était à lui. Comme si ces 130 000 €, qui m'ont coûté 40 ans de travail, de genoux abîmés à force de frotter les sols des autres, d'yeux fatigués à force de coudre jusqu'à l'aube, lui appartenaient. J'ai laissé tomber le rouleau à pâtisserie sur le comptoir et je suis resté là, paralysé, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. « Tu es sûr, mon chéri ? Elle ne va pas se fâcher ?» a demandé Grace de cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Une voix que je ne connaissais que trop bien après 15 ans à la regarder manipuler mon fils. Ma mère ne dira rien. Elle vit ici gratuitement, mange notre nourriture, utilise nos services. C'est la moindre des choses qu'elle puisse faire. Nous aider un peu. De plus, elle est vieille maintenant. Pourquoi aurait-elle besoin de tout cet argent de côté? Nous avons des dépenses. Nous avons une vie devant nous, a répondu Édouard. Et chaque mot était comme un couteau qui se tordait dans mon dos. Je suis resté là, à regarder la pâte sur le comptoir, sentant les larmes monter. Mais je les ai retenues. Je n'allais pas pleurer. Plus maintenant. J'avais assez pleuré dans cette maison au cours des 20 dernières années, depuis qu'Édouard m'avait convaincu de vendre ma petite maison pour l'aider avec l'acompte de cette propriété qu'il prétendait maintenant être la sienne seule. Gratuitement, avait-il dit. Je vivais gratuitement dans la maison que j'avais aidé à acheter. Je mangeais gratuitement de la nourriture que je cuisinais tous les jours. J'utilisais gratuitement les services que je payais avec ma pension mensuelle de 500 €, que je lui remettais intégralement chaque mois, sans garder un seul centime pour moi. J'ai entendu les pas de Grace s'approcher de la porte, le cliquetis de son sac à main, les clés de la voiture. Elle se dirigeait vers le centre commercial avec ma carte en main, avec le code PIN qu'Édouard lui avait donné, avec l'accès à chaque euro pour lequel j'avais transpiré. Je vais au centre commercial, Joséphine. Tu as besoin de quelque chose, a-t-elle crié depuis le salon avec cette fausse gentillesse qu'elle utilisait devant Édouard, comme si nous étions amis, comme si elle ne m'avait pas pris mon fils petit à petit toutes ces années. Non, ma chérie. Merci, ai-je répondu avec la voix la plus ferme que j'ai pu trouver sans me retourner, sans la laisser voir mon visage. J'ai entendu la porte se fermer, le moteur de la voiture démarrer, le son s'estompant dans la rue. Je me suis assise sur une chaise de cuisine et j'ai regardé mes mains. Des mains de 68 ans, pleines de rides et de taches. Des mains qui avaient travaillé sans relâche depuis mes 14 ans. Je me souvenais de chacun de ces 130 000 €. Chaque billet avait une histoire, un sacrifice, un renoncement. Les 10 000 premiers que j'ai économisés en travaillant comme couturière dans un atelier où je commençais à 6 h du matin et partais à 20 h, 6 jours par semaine. 20 € par jour que je gardais dans une enveloppe sous mon matelas. Il m'a fallu 3 ans pour économiser ces 10 000 premiers € en mangeant du riz et des haricots presque tous les jours, sans même m'acheter une nouvelle paire de chaussures. 20 000 autres sont venus des ménages supplémentaires que je faisais le dimanche, le seul jour où j'étais censé me reposer. D'immenses maisons de familles riches qui me payaient 50 € pour 8 heures de travail. Je nettoyais 3 maisons chaque dimanche. 150 € que j'économisais entièrement sans dépenser un sou. Le reste est venu d'années et d'années à ne pas avoir de vie propre, à ne pas acheter de vêtements, à ne pas aller au salon de coiffure, à ne pas manger au restaurant, à dire non à tout ce qui coûtait de l'argent. Pendant que d'autres femmes de mon âge partaient en voyage avec leurs amis ou se faisaient plaisir, je comptais les centimes et les mettais sur le compte en banque que j'avais ouvert il y a 30 ans. Et pourquoi faire? Pour avoir mon propre logement un jour. Un petit appartement modeste où personne ne pourrait me dire que je vivais gratuitement. Où je pourrais fermer ma porte et être maîtresse de mon propre espace, de ma paix, de ma vie. C'était tout ce que je voulais.
Ce n'était pas beaucoup demandé après 68 ans dans ce monde. Mais maintenant, mon fils, mon propre fils, venait de donner ma carte comme si elle était à lui, comme si je n'existais pas, comme si ma vie et mes efforts ne valaient rien. Édouard est entré dans la cuisine, son téléphone à la main, sans même me regarder. Il s'est versé un verre d'eau et s'est appuyé contre le réfrigérateur. Le déjeuner est bientôt prêt, maman? J'ai une réunion à 15 heures et je dois manger rapidement, a-t-il dit sur ce ton qu'il utilisait dernièrement. Un ton qui n'était pas une question, mais un ordre. Bientôt, ai-je répondu en me levant pour continuer avec la pâte, bien que mes jambes me semblaient tremblantes. Et, maman. Grace est allée au centre commercial. On avait besoin de quelques trucs pour la maison, a-t-il dit sans lever les yeux de son téléphone, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à pétrir, pressant la pâte plus fort que nécessaire, sentant la colère et la douleur se mélanger dans ma poitrine. Tu as entendu ce que j'ai dit, a demandé Édouard, me regardant maintenant. Oui, j'ai entendu, ai-je dit sans me retourner. Et il y a un problème? Il y avait de l'irritation dans sa voix maintenant, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Je me suis retourné et je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux qui me regardaient avec amour, avec respect, avec admiration, maintenant tout ce que je voyais était de l'impatience et de l'agacement. Devrais-je avoir un problème, ai-je demandé, en restant calme, même si à l'intérieur j'étais un volcan sur le point d'entrer en éruption. Non, bien sûr que non. Ce sont juste quelques trucs pour la maison. De plus, maman, tu vis ici. C'est normal que tu aides aux dépenses de temps en temps, a-t-il dit et il est retourné à son téléphone comme si la conversation était terminée. Aider aux dépenses. Il a dit ça comme si je ne lui donnais pas toute ma pension chaque mois. Comme si je ne cuisinais pas, ne nettoyais pas, ne lavais pas et ne repassais pas pour toute la famille sans être payé 1 euro. Comme si je n'avais pas consacré les 20 dernières années de ma vie à les servir. Je comprends, Édouard, fut tout ce que j'ai dit, et je suis retourné à ma pâte. Édouard a quitté la cuisine, et je suis resté là, à regarder par la fenêtre le petit jardin que j'entretenais moi-même. Les roses que j'ai plantées, l'herbe que j'arrosais chaque matin, les tomates qui poussaient dans le coin, tout cela dans une maison que mon fils disait être la sienne seule. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rester les bras croisés à les regarder voler la seule chose qu'il me restait. Je n'allais pas laisser Grace dépenser en un jour ce qu'il m'a fallu 40 ans pour économiser. Et je n'allais certainement pas continuer à vivre dans une maison où j'étais traité comme une domestique et non comme une mère. J'ai fini de préparer le déjeuner, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allé directement dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte, j'ai sorti mon vieux téléphone et j'ai composé le numéro de la banque, que je connaissais par cœur. J'ai attendu les sonneries, le cœur battant à tout rompre. Banque nationale. Bonjour. Linda à l'appareil. Comment puis-je vous aider, a répondu une voix amicale. Bonjour. Je dois bloquer ma carte de débit immédiatement, ai-je dit d'une voix ferme. Pouvez-vous confirmer votre nom complet et votre numéro de compte, s'il vous plaît, a demandé l'opératrice professionnellement. Je lui ai donné toutes mes informations, j'ai répondu aux questions de sécurité, j'ai confirmé ma date de naissance et mon adresse. Chaque seconde qui passait, je sentais mon cœur battre plus vite, comme si je commettais un crime alors qu'en réalité, je ne faisais que protéger ce qui était à moi. Je comprends, Madame Joséphine. Y a-t-il eu un problème avec la carte? L'avez-vous perdue ou a-t-elle été volée, a demandé l'opératrice. Disons simplement que quelqu'un l'a sans mon autorisation, ai-je répondu en choisissant mes mots avec soin. Parfait. Je bloque maintenant la carte immédiatement. À partir de ce moment, personne ne pourra effectuer de transaction avec elle. Souhaitez-vous que nous vous envoyions une nouvelle carte à votre domicile, a expliqué Linda de la banque. Oui, s'il vous plaît, mais ne l'envoyez pas à cette adresse. Je la récupérerai en personne à l'agence la semaine prochaine, ai-je dit en réfléchissant rapidement. Je ne voulais pas qu'Édouard ou Grace interceptent ma nouvelle carte. Pas de problème, Madame Joséphine. Votre carte a été bloquée à 11h25. Puis-je vous aider avec autre chose, a demandé l'opératrice. Non, c'est tout. Merci beaucoup, ai-je dit et j'ai raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Je me suis assise au bord de mon lit, le lit simple qu'Édouard m'avait donné quand j'ai emménagé dans cette maison, me disant que la chambre était petite et qu'un lit plus grand ne rentrerait pas. J'ai regardé ma chambre, 3 mètres sur 3. Un lit,
un petit placard, une table de nuit. C'était tout mon espace dans une maison de 4 chambres. Grace avait un dressing complet pour elle-même, plus grand que toute ma chambre. Édouard avait son bureau privé où personne n'était autorisé à entrer. Il y avait une salle de télévision, une salle à manger formelle qu'il n'utilisait que lorsque des invités venaient. Et moi, je vivais dans la plus petite chambre, celle qui était à l'origine le garde-manger. Mais je ne m'étais pas plainte. Je ne me suis jamais plainte parce qu'il était mon fils. Parce que je l'aimais. Parce que je pensais qu'un jour il me verrait à nouveau comme sa mère et non comme un fardeau. Comme j'étais naïve. J'ai entendu le téléphone d'Édouard sonner dans le salon. Sa voix répondant, puis le silence. Puis sa voix est devenue plus forte, plus agitée. Comment ça, elle est bloquée? C'est impossible. Ma mère ne bloque jamais rien. Elle ne sait même pas comment utiliser ces trucs de banque, a dit Édouard, et je pouvais entendre la frustration dans son ton. Je suis resté immobile, retenant mon souffle. J'écoutais. Grace, attends. Laisse-moi appeler ma mère, a dit Édouard. Et quelques secondes plus tard, il frappait à ma porte. Maman, tu es là? Je dois te parler d'urgence. J'arrive, ai-je dit, attendant quelques secondes avant d'ouvrir la porte, faisant semblant d'être occupé. J'ai ouvert et là, il y avait Édouard avec le téléphone à la main, avec cette expression anxieuse qu'il avait quand les choses n'allaient pas comme il le voulait. Maman, Grace vient de m'appeler du centre commercial. Elle dit que ta carte ne marche pas, qu'elle est bloquée. L'as-tu bloquée? A-t-il demandé directement, sans tourner autour du pot. Je l'ai regardé dans les yeux et pour la première fois en 20 ans, je n'avais pas peur de dire la vérité. Oui, je l'ai bloquée, ai-je répondu calmement. Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Grace est à la caisse avec un caddie plein de choses. Elle est complètement embarrassée, a dit Édouard en haussant la voix. Je ne lui ai pas donné la permission d'utiliser ma carte. Cet argent est à moi, ai-je dit en gardant mon sang-froid. Maman, ne commence pas avec ça maintenant. Grace allait juste acheter quelques trucs dont nous avons besoin pour la maison. Ce n'est pas grave. Appelle la banque et débloque la carte tout de suite, a ordonné Édouard avec ce ton autoritaire qu'il avait développé au fil des ans. Non, ai-je dit simplement. Édouard s'est tu, me regardant comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. C'était probablement la première fois en 2 décennies que je lui disais non. Comment ça non? Maman, tu ne comprends pas, Grace attend au centre commercial avec 82 000 € d'achat. As-tu une idée de l'embarras dans lequel elle se trouve en ce moment, a dit Édouard, son visage maintenant rouge de colère. 82 000 €, ai-je répété lentement, sentant les mots me brûler la gorge. Édouard, elle allait dépenser 82 000 € de mon argent sans même me le demander. C'est pour la maison, maman. Une nouvelle télé, un ensemble de salons, des appareils électroménagers que nous devons remplacer. Ce n'est pas comme si c'était juste pour elle, a expliqué Édouard comme si cela justifiait tout. Je n'ai pas autorisé ces dépenses. J'ai économisé cet argent en travaillant pendant 40 ans. Ce n'est pas de l'argent de famille. C'est mon argent, ai-je dit d'une voix ferme, même si je tremblais à l'intérieur. Maman, tu vis dans cette maison. Tu utilises l'électricité, l'eau, le gaz, Internet. Tout ça coûte de l'argent. Ou tu penses que c'est gratuit? Il est juste que tu contribues, a dit Édouard en croisant les bras. Je te donne toute ma pension chaque mois. 500 € que tu ne me rends jamais. Je cuisine, je nettoie, je lave, je repasse. N'est-ce pas une contribution, ai-je demandé, sentant ma voix se briser, mais j'ai tenu bon. Ces 500 € ne couvrent même pas tes frais de nourriture, maman. Tu es égoïste. Tu as 130 000 € d'économies que tu n'utilises pour rien. Qu'est-ce que tu en veux? Qu'est-ce que tu vas en faire à ton âge, a dit Édouard. Et ces mots m'ont fait plus mal que n'importe quel coup physique. À mon âge, comme si à 68 ans, je ne méritais plus d'avoir des rêves, des projets, de la dignité. Cet argent, c'est pour acheter mon propre appartement et cesser d'être un fardeau pour vous, ai-je dit. Et j'ai vu les yeux d'Édouard s'écarquiller de surprise. De quoi tu parles? Personne n'a dit que tu étais un fardeau, a répondu Édouard. Mais sa voix ne semblait pas convaincante. Tu viens de le dire il y a 5 minutes dans le salon. Tu as dit à Grace que je vivais ici gratuitement, que je mangeais sa nourriture, que j'utilisais ses services, que j'étais vieille et que je n'avais pas besoin de tant d'argent, ai-je dit,
et j'ai vu le visage d'Édouard pâlir en réalisant que j'avais tout entendu. Il y eut un long silence inconfortable. Édouard ouvrit la bouche plusieurs fois comme pour chercher ses mots, mais rien ne sortit. « Maman, je ne le pensais pas comme ça, dit-il finalement, mais sans me regarder dans les yeux. Mais tu l'as dit et tu le pensais et en ce moment, tu es plus inquiet de l'embarras de Grèce au centre commercial que du fait qu'elle ait essayé de dépenser 82 000 de mes euros sans ma permission, ai-je dit, sentant les larmes essayer de s'échapper, mais je les retenais toujours. C'est ma femme, maman. C'est normal que je la défende, a dit Édouard. Et je suis ta mère. N'est-ce pas normal que tu me défendes, ai-je demandé, et la question est restée en suspens entre nous comme un fantôme. Édouard se tut de nouveau. Il regarda son téléphone. Puis il me regarda. Puis il regarda de nouveau le téléphone. Je pouvais voir le conflit sur son visage. La bataille entre sa conscience et sa loyauté envers Grèce. Maman, s'il te plaît, débloque juste la carte pour aujourd'hui. Grèce est déjà là-bas. Elle a déjà tout choisi. On ne peut pas la laisser passer pour une idiote. On pourra en parler calmement plus tard, a dit Édouard d'un ton plus doux, essayant maintenant de me manipuler avec la culpabilité. Non, Édouard. Et dis à Grèce de rentrer à la maison. Nous devons parler tous les trois, ai-je dit avec une fermeté que je ne me connaissais pas, maman, n'en fais pas toute une histoire. S'il te plaît, a plaidé Édouard. Je n'ai rien fait. C'est vous qui avez pris ma carte sans permission. C'est vous qui aviez l'intention de dépenser mon argent comme si c'était le vôtre. Je ne fais que protéger ce qui m'appartient, ai-je dit, et j'ai fait un pas en arrière pour fermer la porte de ma chambre. Édouard est resté devant ma porte fermée. Je l'ai entendu frapper doucement avec ses doigts. Maman, ouvre, s'il te plaît. Ne sois pas fâché, a-t-il dit de cette voix qu'il utilisait quand il était petit et qu'il avait fait une bêtise. La voix qui me faisait fondre le cœur, mais qui maintenant ne faisait que me mettre en colère. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise sur mon lit et j'ai attendu. J'ai entendu ses pas s'éloigner. Je l'ai entendu parler au téléphone avec Grèce à voix basse. Je l'ai entendu expliquer que j'avais bloqué la carte. J'ai aussi entendu les cris de Grèce à l'autre bout du fil, si fort qu'ils passaient à travers le récepteur. Ta mère est folle. Je suis là comme une idiote devant tous ces gens. La caissière a déjà appelé le directeur. C'est humiliant, a crié Grèce. Et je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité. Qu'elle se sente embarrassée. Qu'elle sente ce que c'est quand quelqu'un vous met dans l'embarras. Je m'étais senti embarrassé pendant 20 ans à chaque fois que j'étais présenté comme « la maman qui vit avec nous » aux réunions de famille. Chaque fois que Grèce disait à ses amis que j'aidais à la maison comme si j'étais la femme de ménage. Une demi-heure s'est écoulée avant que j'entende la voiture de Grèce arriver, la portière claquer si fort qu'elle a fait trembler les murs. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet, le son qui annonçait toujours une tempête. « Où est ta mère » a demandé Grèce d'une voix pleine de venin. « Grèce, calme-toi. » « Parlons-en calmement » a dit Édouard en essayant de l'apaiser. « Calmement ? Calmement ? Ta mère m'a fait subir le plus grand embarras de ma vie. Il y avait au moins 20 personnes qui regardaient pendant que la caissière essayait de passer la carte encore et encore. J'ai dû tout laisser là et m'enfuir en courant, a crié Grèce. Et je pouvais parfaitement l'imaginer avec son visage rouge et ses mains s'agitant en l'air. Je sais, chérie. Je sais. Mais elle a entendu ce dont nous avons parlé ce matin. Elle est contrariée, a expliqué Édouard. Et alors si elle a entendu ? On a dit la vérité. Elle vit ici sans rien payer. La moindre des choses qu'elle puisse faire, c'est de nous aider quand on en a besoin. Ce n'est pas juste qu'elle ait 130 000 euros d'économie pendant qu'on se tue au travail à payer toutes les factures de cette maison, a dit Grèce. Et chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Pour elle, je n'étais pas une personne. J'étais une source d'argent. Je me suis levé du lit et j'ai ouvert la porte de ma chambre. J'ai marché vers le salon où ils se tenaient tous les deux. Grèce m'a regardé avec ses yeux pleins de fureur, tenant toujours les sacs de courses vides. Joséphine, nous devons parler sérieusement, a dit Grèce sans même me saluer, sans un bonjour ou un bon après-midi. Oui, nous devons parler, ai-je répondu calmement, et je me suis assise dans le fauteuil qui était le seul endroit où il m'autorisait à m'asseoir. Le grand canapé était le territoire exclusif de Grèce. Pourquoi as-tu bloqué ta carte ? Pourquoi m'as-tu embarrassé comme ça, a immédiatement attaqué Grèce. Je ne t'ai pas embarrassé.
Tu t'es mise dans l'embarras toute seule en essayant de dépenser 82 000 € de mon argent sans ma permission, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas seulement ton argent. Nous sommes une famille. Les familles partagent, a crié Grace en faisant un pas vers moi. Je ne suis pas ta famille, Grace. Je suis la mère d'Edouard, et mon argent est à moi. Je l'ai gagné. Je l'ai économisé. Et je décide quoi en faire, ai-je dit en gardant un ton calme, même si à l'intérieur, je voulais crier tout ce que j'avais retenu pendant 15 ans. Maman, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Grace voulait juste acheter des choses dont nous avons vraiment besoin pour la maison. La télé du salon a 8 ans. Le canapé est tout usé. Le réfrigérateur fait des bruits bizarres, est intervenu Edouard en essayant de justifier l'injustifiable. Si vous avez besoin de ces choses, achetez-les avec votre propre argent. Vous travaillez tous les deux. Edouard gagne bien sa vie en tant qu'ingénieur. Grace travaille dans cette boutique de vêtements. Vous avez 2 salaires. Pourquoi avez-vous besoin du mien? Ai-je demandé. Parce que nous avons des dépenses, Joséphine. Cette maison ne s'entretient pas toute seule. L'hypothèque est de 1 200 € par mois, les charges 3 cents de plus, la nourriture environ 5 cents, Internet, les téléphones, l'assurance auto. Tout s'additionne. Il ne reste rien à la fin du mois, a expliqué Grace sur ce ton de victime qu'elle savait si bien utiliser. Je vous donne 500 € de ma pension chaque mois. Ça aide, ai-je dit. 500 €, ce n'est rien, Joséphine. Ça couvre à peine ta nourriture, a dit Grace avec mépris. Alors laissez-moi partir. Laissez-moi acheter mon appartement avec mon argent et cesser d'être un fardeau pour vous, ai-je dit. Et j'ai vu Grace et Edouard échanger un regard rapide, un regard que je n'ai pas pu interpréter sur le moment, mais que j'ai compris parfaitement plus tard. Maman, ne dis pas ça. Personne ne veut que tu partes. C'est ta maison, a dit Edouard. Mais ces mots sonnaient creux, répétés. Ce n'est pas ma maison, Edouard. Tu l'as dit toi-même ce matin. C'est ta maison. Je ne fais qu'y vivre, ai-je dit, sentant ma voix se briser enfin. Oh, pour l'amour de Dieu, ne commence pas avec le drame, Joséphine. Personne n'a dit ça. Edouard parlait juste, est intervenu Grace en roulant des yeux. Il l'a dit, et il a raison. C'est pourquoi je veux partir. Je veux mon propre logement où je suis la propriétaire. Où je paie mes propres factures. Où personne ne me fait sentir comme un fardeau, ai-je dit, et les larmes ont finalement commencé à couler sur mes joues. Maman, tu ne peux pas vivre seule. Tu as 68 ans. Et si tu tombes malade? Et si tu chutes? Qui va s'occuper de toi, a dit Edouard avec cette fausse inquiétude qui me mettait plus en colère que ses insultes. J'ai 68 ans, pas 108. Je suis en parfaite santé. Je peux m'occuper de moi-même. Je l'ai fait pendant 40 ans avant de venir vivre ici. Ai-je répondu en essuyant mes larmes avec le dos de ma main. Mais c'est différent maintenant. Maman, tu es plus âgée. Tu dois être avec ta famille, a insisté Edouard. Ce dont j'ai besoin, c'est de respect et de dignité, et je n'ai pas ça ici, ai-je dit en me levant du fauteuil. Écoute, Joséphine, soyons honnêtes, a commencé Grace en croisant les bras. Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas d'autre famille. Tes amis sont dans la même situation que toi, ou pire. Tu n'as personne. Si tu pars d'ici, tu finiras seul dans un petit appartement triste, à manger seul, à regarder la télé seul, à mourir seul. C'est ça que tu veux. Ces mots étaient comme des claques au visage, chacune conçue pour détruire le peu d'estime de soi qu'il me restait. Et le pire, c'est qu'elle avait raison sur un point. Je n'avais pas beaucoup de famille. Ma sœur était morte il y a 5 ans, mes parents des décennies auparavant. Mes quelques amis étaient dispersés, chacune avec sa propre vie, ses propres problèmes. Je préfère être seule et en paix qu'accompagnée et malheureuse, ai-je répondu. Et j'ai été surprise par ma propre bravoure. Oh, quel drame! Personne ne te rend malheureuse, Joséphine. Nous te donnons un toit, de la nourriture, de la compagnie. Mais bien sûr, rien n'est jamais assez pour toi, a dit Grace sarcastiquement. Vous ne me donnez rien. Je paie avec ma pension, avec mon travail dans cette maison, avec ma dignité, ai-je dit en haussant la voix pour la première fois. Ta pension ne couvre même pas la moitié de ce que tu nous coûtes ici. Et laver quelques assiettes et balayer un peu, ce n'est pas du travail.
N'importe qui peut faire ça, a crié Grace, perdant complètement son sang-froid. Alors, que n'importe qui le fasse. Engager quelqu'un. Je pars, ai-je dit et j'ai marché vers ma chambre. Tu ne vas nulle part, maman. Arrête d'être ridicule, a crié Édouard derrière moi. Je me suis enfermé dans ma chambre et je les ai entendus continuer à se disputer dehors. Grace reprochant à Édouard d'être faible avec moi. Édouard essayant de la calmer. Tous les deux parlant de moi comme d'un problème à résoudre et non comme d'une personne. Je suis resté assise sur mon lit pendant des heures, écoutant la maison retrouver peu à peu son silence habituel. Grace s'était enfermée dans sa chambre, claquant la porte. Édouard a essayé de frapper à ma porte 2 fois de plus, mais je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à lui dire pour le moment. Quand la nuit est tombée et que la maison était complètement silencieuse, j'ai sorti mon vieux téléphone et j'ai composé le seul numéro qui, je le savais, me réconforterait. Linda, mon amie de toujours, la seule personne qui me connaissait vraiment. Joséphine, que s'est-il passé? Il est presque 22 heures, a répondu Linda d'une voix inquiète. Et puis j'ai craqué. Je lui ai tout raconté, de la conversation que j'avais surprise le matin à la dispute avec Grace, des 82 000 € qu'ils avaient essayé de dépenser aux mots blessants sur mon âge et ma solitude. Linda a écouté sans m'interrompre, me laissant pleurer et me défouler comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Joséphine, écoute-moi attentivement, a dit Linda quand j'ai finalement manqué de mots. Demain matin, tu viens chez moi. Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu en auras besoin pendant que tu cherches ton appartement. Tu ne peux plus rester là-bas. Cette maison te tue l'âme. Linda, je ne peux pas m'imposer comme ça. Tu vis dans un petit appartement. Il n'y a pas de place, ai-je dit entre deux sanglots. J'ai un canapé-lit dans le salon qui est plus confortable que d'être dans cette maison où il ne t'apprécie pas. Demain, Joséphine. Demain, tu fais tes valises et tu viens ici. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre? A dit Linda avec cette fermeté qu'elle avait toujours quand elle savait que j'avais besoin d'un coup de pouce. J'ai à peine dormi cette nuit-là. J'ai regardé le plafond de ma petite chambre, me rappelant comment j'avais atterri dans cet endroit il y a 20 ans. Édouard venait de se marier avec Grace et m'avait dit qu'il voulait acheter une plus grande maison, mais qu'il n'avait pas les moyens de payer la compte. J'avais vendu mon petit appartement, ce 2 pièces que j'avais acheté avec tant d'efforts. Et j'ai donné l'argent à Édouard, 50 000 € qui représentaient tout le travail de ma vie jusqu'à ce moment-là. C'est un prêt, maman. Je te rembourserai dans 2 ans quand j'aurai une augmentation, m'avait promis Édouard, les yeux brillants d'excitation. Mais 2 ans ont passé, puis 5, puis 10, et le prêt n'a plus jamais été mentionné. Quand j'en parlais, Édouard s'énervait, disant qu'il me donnait un toit et de la nourriture, que cela valait plus que les 50 000 €. Maintenant, je comprenais que j'avais été une idiote. J'avais fait confiance à mon fils aveuglément, et il avait abusé de cette confiance. Pire, je l'avais permis pendant 2 décennies parce que j'avais peur d'être seul, peur qu'Édouard me rejette, peur de perdre la seule famille directe qu'il me restait. Mais la peur de la solitude ne pouvait pas être plus forte que ma dignité. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Quand le vendredi matin est arrivé, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai préparé le petit déjeuner comme toujours, j'ai tout laissé prêt sur la table, mais cette fois, je ne suis pas resté pour les servir. Je me suis douché, je me suis habillé avec mes meilleurs vêtements et j'ai commencé à faire mes valises dans les 2 vieilles valises que j'avais rangées au fond du placard. Je n'avais pas grand-chose. Des vêtements modestes, quelques paires de chaussures, des photographies, des documents importants et la petite boîte en bois où je gardais les quelques bijoux que je possédais, l'alliance de ma mère, une paire de boucles d'oreilles en argent que ma sœur m'avait offerte, une fine chaîne que j'avais achetée avec mon premier salaire. Tout tenait dans 2 valises. J'ai entendu Édouard et Grace se lever, j'ai entendu leur voix dans la salle à manger le petit déjeuner que j'avais préparé. Aucun d'eux n'a frappé à ma porte pour voir comment j'allais. Aucun n'a demandé si j'avais bien dormi. C'était comme si je n'existais pas, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. J'ai attendu qu'ils partent tous les 2 au travail. Édouard est parti le premier à 8h30, comme toujours. Grace est partie à 9h. Quand j'ai entendu le moteur de sa voiture s'éloigner, j'ai sorti mes valises de la chambre. J'ai traversé la maison une dernière fois, regardant chaque coin que j'avais nettoyé des milliers de fois. La cuisine, où j'ai passé d'innombrables heures à cuisiner pour une famille qui disait à peine merci. Le salon, où je ne pouvais jamais m'asseoir confortablement, car c'était l'espace de Grace.
La salle à manger, où je m'asseyais toujours dans le coin, sur la chaise la moins confortable. J'ai laissé les clés de la maison sur la table de la salle à manger. À côté, j'ai laissé une note que j'avais écrite pendant la nuit. Édouard, je pars. Je ne peux plus vivre dans une maison où ma seule valeur est mon argent. Merci pour ces 20 ans, mais j'ai besoin de retrouver ma dignité. Ne me cherche pas. Quand j'aurai mon nouvel appartement, je t'enverrai l'adresse. Je t'aime, mais je m'aime davantage. Maman. J'ai appelé un taxi et j'ai attendu dehors avec mes 2 valises. Le voisin d'un accent grave côté, Monsieur Ernest, arrosait son jardin et m'a regardé avec curiosité. Bonjour, Joséphine. Vous partez en voyage, a-t-il demandé gentiment. Quelque chose comme ça, Monsieur Ernest. Quelque chose comme ça, ai-je répondu avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Le taxi est arrivé 10 minutes plus tard. Le chauffeur, un jeune homme d'une trentaine d'années, m'a aidé avec les valises. Où allons-nous, madame, a-t-il demandé. Je lui ai donné l'adresse de Linda et j'ai regardé par la fenêtre tout le trajet, observant les rues de la ville où j'avais vécu toute ma vie. Chaque pâté de maison m'éloignait d'Édouard et de Grèce, et étrangement, au lieu de la tristesse, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement. Linda m'attendait à la porte de son immeuble quand je suis arrivé. Elle m'a serré si fort dans ses bras que j'ai à peine pu respirer. Et cette étreinte m'a fait pleurer à nouveau. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de gratitude. Tu es là. Tu es en sécurité maintenant, a murmuré Linda en me caressant les cheveux comme si j'étais une enfant. Son appartement était petit, comme elle l'avait dit, un salon-salle à manger, une chambre, une cuisine et une salle de bain, mais il était propre, bien rangé et surtout, il était rempli de paix. Il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de regard de mépris, pas de mots blessants attendant d'attaquer. Le canapé-lit est à toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est confortable, et cette maison est ta maison aussi longtemps que tu auras besoin de rester, a dit Linda en me montrant où je pouvais mettre mes affaires. Linda, je ne sais pas comment te remercier pour ça, ai-je dit d'une voix brisée. Tu n'as pas à me remercier pour quoi que ce soit. C'est à ça que servent les amis. De plus, tu me tiendras compagnie. Depuis que je suis veuve il y a 3 ans, cette maison est trop calme, a dit Linda avec un sourire chaleureux. Nous avons passé le reste de la matinée à organiser mes affaires. Linda m'a fait de la place dans son placard, m'a montré où tout se trouvait dans la cuisine, m'a fait sentir la bienvenue de 1000 petites manières. À 13h, mon téléphone a commencé à sonner. C'était Édouard. Je n'ai pas répondu. Il a appelé encore et encore et encore. Finalement, il a laissé un message vocal. Maman, où es-tu? Je suis rentré pour le déjeuner et tu n'es pas là. J'ai vu ta note. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis inquiet. Inquiet? Comme c'est intéressant qu'il soit inquiet maintenant. Il n'était pas inquiet hier quand il m'a crié dessus. Il n'était pas inquiet quand sa femme a essayé de me voler 82 000 euros. Il n'a pas été inquiet pendant 20 ans pendant que je dépérissais dans cette maison. Linda m'a regardé avec des yeux interrogateurs. Tu vas lui répondre, a-t-elle demandé. Pas encore. J'ai besoin de réfléchir clairement d'abord. J'ai besoin de décider ce que je vais faire de ma vie avant de lui parler, ai-je répondu en éteignant le téléphone. Cet après-midi-là, Linda et moi nous sommes assises sur son petit balcon avec une tasse de café. De là, on pouvait voir la ville, la vie des immeubles bouger dans les rues en contrebas. Tu sais ce qui fait le plus mal, Linda, ai-je dit après un long silence. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont essayé de dépenser. Ce n'est même pas qu'il m'ait manqué de respect. Ce qui fait le plus mal, c'est que j'ai perdu 20 ans de ma vie à essayer de gagner l'amour de mon fils. Et maintenant je réalise que cet amour était toujours conditionnel à ce que je pouvais lui donner. Linda a pris ma main dans la sienne. Ses mains aussi ridées par les années, mais fortes et chaleureuses. Joséphine, écoute-moi. Tu n'as pas perdu 20 ans à essayer de gagner son amour. Tu as donné 20 ans d'amour inconditionnel, ce qui est très différent. Tu n'es pas le problème. Le problème, c'est qu'Édouard et cette femme n'ont pas su apprécier ce qu'ils avaient, a dit Linda sagement. Mais je suis sa mère. Les mères sont censées se sacrifier pour leurs enfants, ai-je dit, ressentant encore cette culpabilité qui m'avait été inculquée toute ma vie. Les mères doivent aimer leurs enfants, oui, mais les enfants doivent aussi aimer leur mère. L'amour n'est pas une rue à sens unique, Joséphine. Et le sacrifice a une limite.
Quand le sacrifice te tue l'âme, ce n'est plus de l'amour. C'est de l'autodestruction, a répondu Linda fermement. Elle avait raison. Elle avait toujours raison. Linda était mon amie depuis que nous travaillions toutes les deux dans la même usine textile il y a 40 ans. Elle me connaissait mieux que quiconque, avait vu mon mariage échouer, avait vu comment j'avais élevé Édouard seul, avait vu comment je m'étais lentement éteinte dans cette maison. Maintenant, tu dois penser à toi, à ce que tu veux, à ce dont Joséphine a besoin pour être heureuse, a poursuivi Linda. Je veux mon appartement. Je veux mon propre logement où personne ne peut me faire sentir que je suis de trop. Où je peux prendre un café le matin sans avoir l'impression d'utiliser l'électricité de quelqu'un d'autre. Où je peux regarder la télé sans qu'on me dise que j'occupe le canapé, ai-je dit. Et en parlant, j'ai senti quelque chose en moi se renforcer. Alors c'est ce que nous allons obtenir. Demain matin, nous commençons à chercher des appartements, a dit Linda avec détermination. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé-lit de Linda, et ce fut la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue depuis des années. Il n'y avait pas de tension, pas de peur d'entendre des pas devant ma porte, pas d'anxiété à me demander quelle nouvelle forme d'humiliation m'attendait le lendemain. Le samedi matin, mon téléphone était toujours éteint, mais je pouvais imaginer le nombre d'appels manqués que j'avais. Je m'en fichais. Pour la première fois en 2 décennies, j'étais ma priorité. Linda et moi avons pris un petit déjeuner tranquille, parlant de tout et de rien, riant de vieux souvenirs, faisant des projets. Ensuite, nous nous sommes habillés et sommes sortis. Nous avions marqué 5 appartements à voir ce jour-là, tous dans mon budget. Le premier était trop sombre, avec de petites fenêtres qui laissaient à peine entrer la lumière. Le deuxième était dans un immeuble délabré qui sentait l'humidité. Le troisième était parfait, mais il était au 4e étage sans ascenseur, et mes genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient. Le 4e avait des problèmes de plomberie que le propriétaire ne voulait pas réparer. Mais le 5e m'a volé le cœur dès que je suis entré. C'était un appartement au 2e étage dans un immeuble bien entretenu et sécurisé de seulement 6 étages. Il avait un salon avec une grande baille vitrée donnant sur un petit parc, une cuisine américaine parfaitement équipée, une chambre spacieuse avec un placard, et une salle de bain propre et fonctionnelle. Il n'était pas grand, environ 60 mètres carrés, mais il était confortable, lumineux et avait une énergie paisible. Combien en demandez-vous, ai-je demandé à l'homme qui nous le montrait. 55 000 €. Cela inclut une place de parking en bas et un petit débarras au sous-sol. Les charges de copropriété sont de 100 € par mois, a expliqué Monsieur Benjamin, le propriétaire. 55 000 €. Je pouvais le payer en espèces et il me resterait encore 75 000 € pour vivre confortablement, pour les urgences, pour mes dernières années. Puis-je le revoir, ai-je demandé, et Monsieur Benjamin a hoché la tête gentiment. J'ai parcouru chaque espace en imaginant ma vie là-bas. Mon lit dans la chambre, mes vêtements dans le placard, mes quelques photos sur les murs. Je me suis imaginé faire du café dans cette cuisine, m'asseoir près de cette fenêtre pour lire, dormir sans être réveillé en sursaut. J'ai vu mon avenir dans ces murs vides. Et cet avenir était lumineux. Je le prends. Je veux l'acheter, ai-je dit d'une voix ferme. Monsieur Benjamin a souri largement. Excellente décision, madame. C'est un appartement avec une très bonne énergie. La propriétaire précédente a vécu ici pendant 20 ans. Elle n'a déménagé que parce qu'elle est allée vivre avec sa fille à l'étranger. Il est bien entretenu et n'a jamais eu de problème, a-t-il expliqué en sortant des papiers de sa mallette. Nous devons faire les formalités légales. Avez-vous un avocat de confiance ou préférez-vous que je vous en recommande un, a demandé Monsieur Benjamin. Je connais un bon, est intervenue Linda. Le fils de ma cousine est avocat. Il est honnête et facture un prix juste. Parfait. Alors nous pouvons nous rencontrer lundi pour commencer les formalités. Cela prend généralement 1 semaine pour compléter tout le processus légal, a dit Monsieur Benjamin. 1 semaine. En 1 semaine, cet appartement serait à moi. Mon nom serait sur l'acte de propriété. Je serais une propriétaire, pas un fardeau vivant gratuitement dans la maison de quelqu'un d'autre. Nous avons quitté l'appartement avec un accord signé et un acompte de 5 000 € que j'ai payé par chèque. Linda et moi nous sommes étreintes dans la rue comme 2 petites filles excitées. Tu l'as fait, Joséphine. Tu vas avoir ton propre logement, a crié Linda, sans se soucier de qui nous entendait. Je l'ai fait, ai-je répété, sentant un immense sourire se répandre sur mon visage. Je l'ai vraiment fait. Nous sommes retournés à l'appartement de Linda,
euphorique, faisant des plans de décoration, parlant des meubles que je devrais acheter, des choses que je pourrais trouver d'occasion pour économiser de l'argent. C'est alors, au milieu de ce bonheur, que j'ai décidé de rallumer mon téléphone. J'avais 32 appels manqués d'Edouard, 17 de Grace et plus de 40 messages textes. Les messages ont commencé par de l'inquiétude. « Maman, où es-tu ? S'il te plaît, réponds. Nous sommes affolés. » Mais ensuite le ton a changé. « Maman, c'est ridicule. Arrête le drame. Nous devons parler de choses importantes. » Et les derniers étaient carrément menaçants. « Si tu ne réponds pas, je vais à la police. C'est de la maltraitance envers nous. Tu vas devoir revenir. Tu n'as nulle part où aller. » Linda a lu les messages par-dessus mon épaule et a reniflé avec indignation. Ce garçon a perdu la tête. De la maltraitance envers eux, dit-il. Comme s'il ne t'avait pas maltraité pendant des années, a dit Linda en secouant la tête. Je dois lui parler, mais par texto. Je ne veux pas encore entendre sa voix, ai-je dit en prenant une profonde inspiration. Je me suis assise sur le canapé et j'ai écrit un long message, choisissant chaque mot avec soin. Edouard, je vais bien. Je suis dans un endroit sûr avec une amie. J'avais besoin de sortir de cette maison pour retrouver ma santé mentale. Pendant 20 ans, j'ai vécu en me sentant comme un fardeau, et l'incident d'hier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai acheté mon propre appartement. J'emménage dans une semaine. Ce n'est pas une punition pour vous. C'est une décision d'amour-propre pour moi. Quand je serai installé, je te donnerai mon adresse et nous pourrons parler calmement. Je t'aime, mais je dois faire ça. Maman. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. J'ai vu les 2 coches indiquant que le message avait été livré. Puis je les ai vus devenir bleus, indiquant qu'il l'avait lu. Les 3 points sont apparus, indiquant qu'Edouard était en train de taper. Ils ont disparu. Ils sont réapparus. Disparus à nouveau. Finalement, sa réponse est arrivée. Maman, c'est de la folie. Tu ne peux pas juste acheter un appartement comme ça. Qui va s'occuper de toi? Qui va t'aider si tu tombes malade? As-tu pensé à ça? De plus, Grace est très contrariée. Elle dit que tu lui dois des excuses pour l'embarras au centre commercial. Nous avons besoin que tu rentres à la maison et que nous parlions de ça comme des adultes. J'ai lu le message 3 fois. Aucune excuse de sa part. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. Juste plus de manipulation, plus de tentatives pour me faire sentir coupable, plus de fausses inquiétudes déguisées en amour. Tu vas répondre, a demandé Linda. Oui, ai-je dit, et j'ai écrit une réponse courte mais claire. Edouard, j'ai 68 ans, pas 98. Je peux très bien m'occuper de moi-même, et je ne dois aucune excuse à Grace. Elle a essayé de dépenser 82 000 € de mon argent sans ma permission. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est vous deux. Nous parlerons quand je serai prête. Maman. Après avoir envoyé ce message, j'ai de nouveau éteint le téléphone. Je ne voulais pas continuer à lire ces tentatives de manipulation. Linda avait raison quand elle disait que j'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement, et c'était impossible avec Edouard me bombardant de messages conçus pour me faire sentir coupable. Le dimanche fut un jour de paix absolue. Linda et moi sommes allés à l'église le matin, chose que je n'avais pas pu faire depuis des années car les dimanches étaient les jours où Grace organisait ses grands petits déjeuners familiaux et je devais cuisiner pour tout le monde. Ensuite, nous nous sommes promenés au marché aux puces, regardant des meubles d'occasion et des choses pour la maison. J'ai trouvé une petite mais belle table de salle à manger en bois massif pour seulement 80 €. Le vendeur m'a aidé à la charger dans le taxi. J'ai aussi acheté un ensemble de casseroles en bon état pour 30 €, des assiettes, des verres et des serviettes pour la salle de bain. Linda a insisté pour m'acheter un nouvel ensemble de draps qu'elle a vu dans un magasin. Pour que tu puisses commencer ta nouvelle vie avec des draps neufs et propres, sans histoire, a dit Linda en payant. Et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer à nouveau, mais cette fois d'émotion. Nous avons tout rangé dans le débarras de l'immeuble de Linda, en attendant le jour où je pourrais emménager dans mon nouvel appartement. Tout ce que j'achetais, chaque objet que je mettais de côté pour ma nouvelle vie, était un pas de plus vers ma liberté. Le lundi matin, j'ai rencontré l'avocat, le fils de la cousine de Linda. Il s'appelait Ferdinand, un homme d'environ 45 ans, sérieux mais gentil. Il a examiné tous mes documents, vérifié le statut juridique de l'appartement et expliqué chaque étape du processus.
Madame Joséphine, tout est en ordre. L'appartement n'a pas de dette, pas de privilège. Monsieur Benjamin est le seul propriétaire légitime. Nous pouvons conclure la vente vendredi prochain. Êtes-vous sûr de vouloir payer en espèces? Vous pourriez obtenir un prêt hypothécaire si vous préférez ne pas utiliser autant de votre capital, a expliqué Ferdinand. Non, je veux payer en espèces. Je veux qu'il soit entièrement à moi. Pas de dette, pas d'hypothèque. J'ai attendu toute ma vie ce moment, ai-je dit avec conviction. Je comprends. Alors, vendredi à 10 h du matin, nous nous retrouverons ici dans mon bureau pour signer les actes. Vous devrez apporter le paiement de 50 000 €, plus 5 000 € pour les frais de notaire et les taxes. L'acompte de 5 000 € que vous avez déjà versé sera déduit du total, a expliqué Ferdinand en me montrant tous les papiers. 55 000 € au total, moins de la moitié de mes économies. Je pouvais le faire, et je le ferai. J'ai quitté le bureau de l'avocat en me sentant plus forte que jamais. J'ai traversé la ville en observant tout avec des yeux neufs. Les magasins, les parcs, les bâtiments. Tout semblait différent quand on savait qu'on construisait sa propre vie et non qu'on survivait simplement dans celle de quelqu'un d'autre. Quand je suis retourné à l'appartement de Linda, j'ai brièvement allumé mon téléphone pour vérifier les messages. Édouard n'en avait envoyé qu'un de plus, et le ton avait complètement changé. Maman, j'ai parlé à Grace. Elle est prête à s'excuser si tu le fais aussi. On peut oublier tout ce malentendu si tu rentres à la maison aujourd'hui. Tu nous manques. La maison n'est pas la même sans toi. S'il te plaît, réfléchis bien avant de faire une erreur que tu ne pourras pas réparer. Une erreur que je ne peux pas réparer. Comme si acheter ma propre maison était une erreur. Comme si récupérer ma dignité était quelque chose à regretter. Comme si 20 ans à me sentir invisible n'était pas la véritable erreur. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à lui dire pour le moment. Les jours suivants se sont passés dans un mélange de nervosité et d'excitation. Linda et moi avons continué à acheter des choses pour mon appartement. Un petit mais confortable canapé que nous avons trouvé dans un vide-grenier pour 120 €. Un lit queen size d'occasion mais en excellent état pour 200 €. Une bibliothèque mince. Quelques lampes, des rideaux simples. Je suis aussi allé à la banque pour tout organiser pour le paiement. La guichetière, une jeune femme nommée Ramona, a été très patiente avec moi pendant que je préparais le chèque de banque pour 55 000 €. Madame, c'est une somme considérable. Êtes-vous sûr que c'est une transaction légitime? Nous ne voulons pas que vous soyez victime d'une fraude, a dit Ramona avec une sincère inquiétude. Ce n'est pas une fraude, ma chérie. J'achète ma première maison à 68 ans, ai-je répondu avec fierté. Ramona a souri largement. C'est magnifique, madame. Félicitations. Ma grand-mère a aussi acheté sa maison à 70 ans après avoir divorcé de mon grand-père. Elle m'a dit que c'était les meilleures années de sa vie, a partagé Ramona en traitant le chèque. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Il n'était pas trop tard. Il n'était jamais trop tard pour recommencer. Le jeudi soir, la veille de la signature de l'acte, Édouard s'est présenté à l'immeuble de Linda. Je ne sais pas comment il a obtenu l'adresse. Il a probablement découvert par une connaissance ou suivi une piste. Il a sonné à l'interphone avec insistance jusqu'à ce que Linda réponde. Qui est-ce? A demandé Linda d'un ton sec. C'est Édouard, le fils de Joséphine. Je dois parler à ma mère. J'ai entendu sa voix à travers le petit haut-parleur. Linda m'a regardé, me demandant des yeux ce que je voulais faire. J'ai pris une profonde inspiration. Laisse-le monter, mais tu restes ici avec moi. Et Linda a hoché la tête. Quelques minutes plus tard, Édouard frappait à la porte de l'appartement. Quand j'ai ouvert, j'ai été surprise de le voir si épuisé. Il avait de profondes cernes sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés. Ses cheveux étaient en désordre. Il ne ressemblait pas à l'ingénieur à succès qu'il prétendait être. Maman, a-t-il dit, et sa voix s'est un peu brisée. Édouard, ai-je répondu sans bouger du seuil, sans l'inviter à entrer. On peut parler, a-t-il demandé en regardant à l'intérieur de l'appartement où Linda se tenait les bras croisés comme une gardienne. Ici, c'est bien, ai-je dit. Édouard a soupiré et a passé une main dans ses cheveux. Maman, ça a dégénéré. Je sais que Grace et moi avons eu tort. Nous n'aurions pas dû prendre ta carte sans permission, mais tu n'avais pas à partir comme ça, sans prévenir, nous laissant inquiets,
a commencé Édouard avec ce ton qu'il utilisait quand il voulait paraître raisonnable, mais qu'il essayait en réalité de manipuler. Édouard, je t'ai laissé une note expliquant exactement pourquoi je partais. Ce n'était pas impulsif. C'était nécessaire, ai-je répondu en gardant mon calme. Mais maman, nous sommes une famille. Les familles se pardonnent. Les familles résolvent leurs problèmes ensemble. Pas en fuyant, a dit Édouard en faisant un pas de plus. Les familles se respectent aussi, Édouard. Et tu ne m'as pas respecté depuis des années. C'est juste que j'étais tellement habitué au mauvais traitement que j'ai arrêté de le remarquer, ai-je dit, sentant les mots sortir avec plus de force que je ne l'attendais. Mauvais traitement, maman. Nous ne t'avons jamais maltraité. Nous t'avons donné un toit, de la nourriture, tout ce dont tu avais besoin, a protesté Édouard en haussant la voix. Vous m'avez donné une chambre de la taille d'un garde-manger. Vous m'avez fait sentir que chaque bouchée de nourriture que je mangeais était une faveur. Vous m'avez traité comme une domestique et non comme une mère. Et quand j'ai économisé de l'argent pendant 40 ans, vous avez essayé de le voler, ai-je dit, et chaque mot était comme libérer un poids que j'avais porté trop longtemps. Nous n'allions rien voler. C'était juste pour quelques trucs pour la maison où tu vis aussi. Ce n'est pas voler, maman. C'est partagé en famille, a crié Édouard, perdant son sang-froid. 82 000 € n'est pas partagé, Édouard. C'est volé, et je n'ai jamais autorisé cette dépense, ai-je répondu sans hausser la voix, ce qui semblait le frustrer encore plus. D'accord. D'accord, j'avoue que c'était beaucoup. Grace s'est emballée en voyant toutes ces choses en solde. Mais on peut arranger ça. Rentre à la maison et je te promets que rien de tout ça ne se reproduira jamais, a dit Édouard, changeant de tactique, maintenant avec un ton suppliant. Je ne reviens pas, Édouard. Demain, je signe l'acte de mon nouvel appartement. J'emménage ce week-end. J'ai déjà pris ma décision. Ai-je dit, et j'ai vu son visage passer de la supplication au choc. Tu as déjà acheté un appartement sans me consulter? Maman, c'est de la folie. Et si tu t'étais fait arnaquer? Et si c'était une mauvaise affaire? J'aurais dû vérifier ces choses avec toi, a dit Édouard, presque paniqué. J'ai un notaire, un avocat. Tout est légal et vérifié. Je n'avais pas besoin de ta permission, Édouard. Je suis une adulte de 68 ans avec toutes mes facultés mentales. Je peux prendre mes propres décisions, ai-je expliqué patiemment. Édouard est resté silencieux un moment, traitant ce que je venais de lui dire. J'ai vu ses yeux se déplacer rapidement, calculant, pensant à son prochain mouvement. Et l'argent? Combien te reste-t-il après avoir acheté cet appartement, a-t-il demandé. Et voilà, la vraie raison de sa visite. Il n'était pas là pour moi. Il était là pour mon argent. Ça ne te regarde pas, Édouard, ai-je répondu fermement. Bien sûr que si, ça me regarde. Je suis ton fils, ta seule famille. J'ai le droit de savoir comment tu gères tes finances. À ton âge, tu peux faire des erreurs de jugement, a dit Édouard avec ce ton condescendant qui me dérangeait tant. À mon âge, j'ai plus d'expérience et de sagesse que toi. J'ai géré mon argent pendant 40 ans sans faire d'erreur. Je ne vais pas commencer maintenant, ai-je dit en croisant les bras. Maman, soyons honnêtes. Cet argent est aussi un peu à moi. Je t'ai soutenu pendant 20 ans. Je t'ai donné une maison, de la nourriture, des services, ça a une valeur. Si on calculait, je ne te devrais probablement que peu ou rien, a dit Édouard, et ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Linda s'est avancée de l'intérieur de l'appartement. Jeune homme, je pense qu'il est temps pour vous de partir. Vous avez entendu votre mère. Elle a pris sa décision, et vous n'avez aucun droit sur son argent, est intervenue Linda d'une voix ferme. Vous, restez en dehors de ça, madame. C'est entre ma mère et moi, a répondu Édouard grossièrement. C'est ma maison et je peux m'en mêler quand je veux, et je vais vous demander de partir tout de suite ou j'appelle la sécurité, a dit Linda en sortant son téléphone. Édouard m'a regardé avec un mélange de colère et de désespoir. C'est ça que tu veux, maman? Briser notre famille? Laisser des étrangers s'interposer entre nous? A-t-il demandé en désignant Linda. Linda n'est pas une étrangère. Elle est mon amie depuis 40 ans. Elle a été à mes côtés dans des moments où tu n'existais même pas. Et non, Édouard, je ne brise pas la famille.
La famille s'est brisée quand tu as cessé de me voir comme ta mère et que tu as commencé à me voir comme ton distributeur de billets, ai-je dit, sentant les larmes menacées de couler, mais je les ai retenues. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Grace avait raison à ton sujet. Elle a dit que tu étais égoïste, que tu ne pensais qu'à toi, et je t'ai défendu. Quel idiot j'ai été, a dit Édouard avec du venin dans chaque mot. Ces mots ont fait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais ils ont aussi confirmé ce que je savais déjà. Grace avait empoisonné mon fils contre moi pendant des années, et il l'avait laissé faire. Si c'est ce que tu penses de moi, alors il vaut mieux que je sorte de ta vie. Je ne veux être un fardeau pour personne, ai-je dit d'une voix tremblante. Très bien, parfait. Va dans ton appartement, vis seul. Mais ne viens pas en courant quand tu tomberas malade ou auras besoin d'aide. Ne reviens pas quand tu te rendras compte que tu as fait une erreur, a dit Édouard en se tournant pour partir. Édouard, ai-je appelé, et il s'est arrêté sans se retourner. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Mais je ne peux plus vivre en sacrifiant ma dignité pour ton confort. J'espère qu'un jour tu comprendras ça. Édouard n'a pas répondu. Il a juste continué à marcher vers l'ascenseur. Je l'ai regardé entrer, appuyer sur le bouton et disparaître derrière les portes qui se fermaient. Et avec ces portes, un chapitre de ma vie s'est également refermé. Linda m'a serré dans ses bras alors que je me permettais enfin de pleurer. J'ai pleuré pour les 20 années perdues, pour la relation brisée avec mon fils, pour la famille qui aurait pu être mais n'a jamais été. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, car je savais que j'avais pris la bonne décision, même si ça faisait mal. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Je me suis tourné et retourné sur le canapé-lit, repassant la conversation avec Édouard, me demandant si j'avais été trop dur, si j'aurais dû lui donner une autre chance. Mais chaque fois que je pensais à revenir en arrière, je me souvenais des 20 années de petites et grandes humiliations. Je me souvenais de la tentative de vol. Je me souvenais de toutes les fois où il m'avait fait sentir invisible. Non, je ne pouvais pas revenir en arrière. Pour la première fois de ma vie, je devais me choisir. Le vendredi s'est levé ensoleillé et magnifique, comme si l'univers célébrait avec moi. Linda et moi nous sommes habillés avec nos meilleurs vêtements. Elle a insisté pour m'accompagner au bureau de l'avocat. C'est l'un des jours les plus importants de ta vie, Joséphine. Tu ne vas pas le vivre seule, a dit Linda en enfilant son chemisier en soie de couleur crème, celui qu'elle réservait aux occasions spéciales. Nous sommes arrivés au bureau avec 15 minutes d'avance. Monsieur Benjamin était déjà là, ainsi que Ferdinand, l'avocat. Ils nous ont toutes les deux salués avec des sourires. Bonjour, Madame Joséphine. Prête à être propriétaire, a demandé Ferdinand chaleureusement. Plus que prête, ai-je répondu avec un immense sourire. Le processus a duré près de 2 heures. J'ai dû signer tellement de papiers que j'ai perdu le compte. Acte de propriété, certificat, affidavit, reçu. Ferdinand a patiemment expliqué chaque document, s'assurant que je comprenais exactement ce que je signais. Au moment de remettre le chèque de 50 000 €, ma main a légèrement tremblé. C'était presque tout ce que j'avais. Mais j'ai regardé Linda, qui me souriait avec fierté, et je me suis souvenu pourquoi je faisais cela. J'ai posé le chèque sur la table. Monsieur Benjamin l'a examiné, a hoché la tête en signe de satisfaction, et Ferdinand l'a officiellement traité. Très bien, Madame Joséphine. Avec cela, nous complétons la transaction. Cet appartement est maintenant légalement à vous. Voici les actes de propriété à votre nom, les clés et les documents de l'immeuble. Félicitations pour votre nouveau logement, a dit Ferdinand en me tendant une épaisse enveloppe avec tous les papiers et un porte-clés avec 3 clés. J'ai pris les clés dans ma main et je les ai tenues comme si c'était le trésor le plus précieux du monde. Et pour moi, elles l'étaient. Ces clés représentaient la liberté, la dignité, l'indépendance. Elles représentaient la fin d'un chapitre sombre et le début de quelque chose de nouveau. Merci, Ferdinand. Merci, Monsieur Benjamin. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi, ai-je dit, la voix brisée par l'émotion. Croyez-moi, je le sais, Madame Joséphine. J'ai vu de nombreuses transactions dans ma vie, mais peu avec autant de poids émotionnel que celle-ci. J'espère que vous serez très heureuse dans votre nouveau logement, a dit Ferdinand avec sincérité. Nous avons quitté le bureau de l'avocat et Linda a pratiquement crié d'excitation dans la rue. Tu l'as fait. Tu possèdes ta propre maison. À 68 ans, tu as repris ta vie en main, a-t-elle crié en me serrant dans ses bras,
et nous avons tourné sur le trottoir comme deux petites filles folles. Les passants nous regardaient avec curiosité. Certains souriaient à notre joie. Une femme âgée s'est arrêtée et a demandé ce que nous célébrions. Je viens d'acheter mon premier appartement, lui ai-je dit avec fierté. Oh, comme c'est merveilleux. Félicitations, ma chérie. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, a dit la femme avec un sourire chaleureux avant de continuer son chemin. Linda et moi sommes allés directement à l'appartement. Je voulais le revoir maintenant qu'il était officiellement à moi. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes, j'ai mis la clé dans la serrure, je l'ai tournée et j'ai poussé. L'appartement était exactement comme je m'en souvenais. Vide, sentant le propre, rempli de la lumière qui entrait par la grande fenêtre. Mais maintenant, il avait l'air différent. Maintenant, ce n'était plus seulement un bel espace. C'était mon espace, ma maison. Je me suis promené lentement dans chaque coin, touchant les murs, imaginant où je mettrais chaque meuble, visualisant ma vie là-bas. La table près de la fenêtre, où je prendrais mon café chaque matin. Le canapé devant la télé, où je me reposerais sans craindre que quelqu'un me dise que je suis de trop. Le lit dans ma chambre, où je dormirais en paix. C'est parfait, Joséphine. C'est absolument parfait, a dit Linda avec des larmes dans les yeux. Oui, ça l'est, ai-je répondu en pleurant aussi, mais cette fois de pur bonheur. Nous avons passé le reste de la journée à nettoyer l'appartement de fond en comble, même s'il était déjà assez propre. Mais je voulais qu'il soit impeccable avant d'y apporter mes affaires. Linda a apporté des produits de nettoyage, des chiffons, des balais, et nous avons travaillé ensemble comme au bon vieux temps, quand nous étions jeunes et que nous nettoyions les maisons des autres. Le samedi matin, Linda a organisé une petite armée d'aide. Elle a appelé sa nièce Antonia, une femme forte de 30 ans qui travaillait pour une entreprise de déménagement. Antonia est arrivée avec son camion et deux amis qui nous ont aidés à déménager tous les meubles que nous avions achetés pendant la semaine. C'était beau de voir mon appartement vide se remplir de vie. La table de salle à manger était parfaite près de la fenêtre. Le canapé rentrait exactement dans le salon. Le lit avait l'air majestueux dans ma chambre avec les nouveaux draps que Linda m'avait offerts. Chaque objet à sa place, chaque espace conçu pour mon confort. Antonia et ses amis ont été incroyablement gentils. Ils ont refusé de me facturer le déménagement complet. Madame Joséphine, toute amie de ma tante Linda est une amie à nous. Payez-nous juste l'essence et c'est bon, a dit Antonia avec un sourire sincère. Je leur ai donné 100 € malgré leurs protestations. C'était le moins que je pouvais faire pour leur aider leur gentillesse. À midi, l'appartement était complètement installé. Il n'était pas luxueux ou moderne, mais il était confortable et fonctionnel. Les rideaux que nous avions achetés lui donnaient une touche chaleureuse. Les quelques photos que j'avais, maintenant encadrées et accrochées au mur, lui donnaient de la personnalité. Mes plantes sur le petit balcon lui donnaient vie. Linda a insisté pour rester pour m'aider à organiser la cuisine. Nous avons rangé les casseroles, les assiettes, les verres et les couverts. Chaque placard avait sa fonction. Chaque espace était optimisé. Demain, nous irons au marché acheter de la nourriture pour remplir ton réfrigérateur, a dit Linda en essuyant les étagères avant de ranger les assiettes. Linda, tu as déjà tant fait pour moi. Je ne sais pas comment je te rembourserai un jour, ai-je dit, me sentant submergé par sa générosité. Tu ne vas rien me rembourser. Les amis ne se paient pas. Ils se soutiennent. De plus, tu ferais la même chose pour moi, a répondu Linda en me serrant dans ses bras. Elle avait raison. Je le ferai. Mais cela ne me rendait pas moins reconnaissante. Cette nuit-là, ma première nuit dans mon propre appartement. Linda est rentrée chez elle après s'être assurée 1000 fois que j'irais bien toute seule. Je me suis tenu au milieu de mon salon, regardant autour de moi, n'arrivant toujours pas à croire que tout cela était à moi. Je me suis fait une tasse de thé dans ma cuisine, en utilisant ma théière, ma tasse, mon eau. Je me suis assise dans mon fauteuil près de ma fenêtre et j'ai regardé dehors. Le parc était éclairé par de faibles lampadaires. Des gens promenaient leurs chiens. D'autres profitaient simplement de la fraîcheur de la nuit. Pour la première fois en 20 ans, je n'ai ressenti aucune anxiété. Il n'y avait pas de tension dans l'air. Il n'y avait pas de peur d'entendre des pas s'approcher avec des plaintes ou des exigences. Il n'y avait que la paix, le silence, la liberté. Je me suis permise de pleurer à nouveau. Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas de douleur ou de colère. Elles étaient de soulagement, de gratitude et d'espoir.
J'avais réussi à sortir. J'avais réussi à me sauver. Le dimanche fut le jour le plus paisible que j'ai eu depuis des années. Je me suis réveillé sans réveil, laissant mon corps se reposer autant qu'il en avait besoin. Il était 9 heures du matin quand j'ai finalement ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue, c'est le plafond de ma propre chambre, dans ma propre maison. Je me suis levé lentement, sans me presser. J'ai fait du café dans ma cuisine en utilisant la cafetière que j'avais trouvée dans un vide-grenier. L'arôme a rempli tout l'appartement et m'a fait sourire. J'ai pris ma tasse à la fenêtre et je suis resté assise là pendant 1 heure, juste à regarder, à penser, à sentir. Linda est arrivée à midi comme elle l'avait promis, apportant une énorme marmite de soupe au poulet qu'elle avait faite le matin. Comme ça, tu auras de la nourriture pour toute la semaine, et j'ai aussi apporté du pain frais de la boulangerie, a dit Linda en entrant avec ses sacs pleins. Nous avons déjeuné ensemble à ma nouvelle table, bavardant de tout et de rien. Elle m'a parlé de sa famille, de ses projets de rendre visite à sa fille le mois prochain, de la nouvelle série qu'elle regardait à la télé. Des conversations simples et quotidiennes, belles dans leur normalité. « As-tu eu des nouvelles d'Edouard » a demandé Linda avec précaution pendant que nous faisions la vaisselle. « Non, et je ne m'attends pas à en avoir. » Il a bien précisé qu'il me trouvait égoïste d'avoir pris cette décision. Il a probablement besoin de temps pour digérer. Ou peut-être qu'il ne comprendra jamais. Quoi qu'il en soit, je ne peux rien y faire maintenant, ai-je répondu en séchant une assiette. Ça fait mal, a demandé Linda en me regardant directement. Beaucoup. C'est mon fils. Ça fera toujours mal. Mais la douleur de le perdre est moins forte que la douleur de me perdre moi-même, ai-je dit honnêtement. Linda a hoché la tête avec compréhension et n'a rien dit de plus sur le sujet. Il n'y avait rien de plus à dire. Les jours suivants furent une période d'adaptation. J'ai appris les routines de mon immeuble, j'ai rencontré quelques voisins, j'ai découvert les magasins à proximité. Il y avait un marché à 2 rues qui vendait des fruits et légumes frais. Une boulangerie à 3 rues qui faisait le pain le plus délicieux que j'ai jamais goûté. Une pharmacie au coin de la rue tenue par une gentille dame nommée Grace. Ironiquement, mais une Grace complètement différente de celle que je connaissais. Je me suis créé une routine simple mais satisfaisante. Je me levais tôt, je faisais du café et je prenais mon petit déjeuner en regardant le parc. Ensuite, je faisais mes tâches ménagères à mon rythme, sans pression. L'après-midi, je lisais ou regardais des émissions de télévision que je choisissais sans avoir à négocier avec qui que ce soit. Le soir, je cuisinais pour moi-même de petites portions de repas que j'appréciais. Une semaine après avoir emménagé, j'ai reçu un message d'Edouard. Je ne l'avais pas bloqué, bien que Linda l'ait suggéré. Une partie de moi espérait toujours que mon fils reviendrait à la raison. Le message disait : « Maman, Grace et moi sommes allés à la maison que tu as quittée. Nous devons savoir si tu reviens chercher quelque chose ou si nous pouvons nous débarrasser des choses laissées dans ta chambre. » Se débarrasser ? Quel mot froid. Comme si les 20 ans de ma vie dans cette maison pouvaient simplement être jetés. J'ai répondu : « Edouard, vous pouvez donner ou jeter ce qui reste. J'ai déjà pris tout ce qui était important pour moi. Les vieux vêtements et les babioles qui restent, je n'en ai pas besoin. » Il n'y a pas eu de réponse après ça. 2 semaines plus tard, j'étais au marché en train d'acheter des légumes quand j'ai vu Grace. Elle m'a vu aussi. Pendant un instant, nous nous sommes juste regardés à distance, chacune jaugeant l'autre. Je m'attendais à ce qu'elle s'approche de moi, qu'elle me dise quelque chose de blessant, qu'elle fasse une scène, mais elle s'est juste retournée et s'est éloignée dans la direction opposée. C'était étrange de ressentir du soulagement au lieu de la douleur. Cela signifiait que j'avais vraiment réussi à clore ce chapitre. 1 mois après avoir emménagé, Linda a organisé un petit dîner chez moi. Elle a invité sa nièce Antonia, sa cousine Sarah et 2 autres amies de son immeuble. Nous étions 6 femmes d'âge différents, partageant de la nourriture, des rires et des histoires. Antonia nous a parlé de son travail dans l'entreprise de déménagement, de toutes les choses étranges qu'elle avait vues, des familles qu'elle avait aidées. Sarah a partagé des recettes de cuisine que sa grand-mère lui avait apprises. Les amis de Linda ont parlé de leur voyage de rêve, des endroits qu'elle voulait voir avant d'être trop vieille. Et toi, Joséphine, quel rêve as-tu maintenant que tu as ta propre maison, a demandé Antonia avec une véritable curiosité. La question m'a prise par surprise. J'avais été tellement concentré sur la survie, sur l'évasion, sur l'installation, que je n'avais pas pensé à des rêves au-delà d'avoir mon propre espace. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement.
Je pense que mon rêve était celui-ci, avoir mon propre logement. Mais maintenant que je l'ai, je suppose que je peux commencer à rêver à d'autres choses. Eh bien, tu dois rêver en grand, Joséphine. Tu es encore jeune. 68 ans, ce n'est rien. Ma mère a 82 ans et elle vient d'apprendre à nager, a dit Sarah avec enthousiasme. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai continué à penser à cette question. Que voulais-je faire du reste de ma vie? J'avais mon appartement. J'avais 75 000 € en banque. J'avais ma santé. J'avais du temps. Que allais-je faire de tout ça? La réponse est venue une semaine plus tard, de manière inattendue. J'étais dans le parc en face de mon immeuble, assise sur un banc, profitant du soleil de l'après-midi, quand une femme âgée s'est assise à côté de moi. Elle devait avoir au moins 80 ans, mais elle se déplaçait avec énergie et joie. « Belle journée, n'est-ce pas ?» a dit la femme avec un sourire. « Magnifique », ai-je répondu. « Vous vivez dans le coin ?» a-t-elle demandé en désignant les immeubles. « Oui, je viens d'emménager il y a un mois dans cet immeuble, au 2e étage, ai-je dit en montrant ma fenêtre. « Oh, c'est bien. J'habite de l'autre côté du parc. Je viens ici tous les jours pour marcher. Les médecins disent que c'est bon pour le cœur, mais je viens parce que j'aime voir les gens, voir les enfants jouer, regarder la vie passer, a dit la femme philosophiquement. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Antonia, qu'elle était veuve depuis 10 ans, qu'elle avait 5 enfants, tous vivant dans des villes différentes. Elle m'a dit qu'elle avait appris à vivre seule et que c'était la période la plus heureuse de sa vie. Quand j'étais marié, je devais toujours penser à lui d'abord. Qu'est-ce qu'il voulait manger? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Comment se sentait-il? Quand mes enfants étaient jeunes, tout était pour eux. Il n'y avait jamais de temps pour moi. Mais maintenant je peux faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et c'est libérateur, a expliqué Antonia, les yeux brillants. Ces mots ont résonné profondément en moi. C'était exactement ce que je commençais à découvrir. Les mois suivants furent une pure redécouverte. Je me suis inscrite à un cours de tricot au centre communautaire, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps. J'ai rencontré un groupe de femmes merveilleuses, toutes dans des situations similaires, toutes en train de redécouvrir qui elles étaient au-delà d'être des mères, des épouses ou des aidantes. J'ai aussi commencé à marcher chaque matin dans le parc. Une demi-heure chaque jour qui est devenu mon temps sacré. J'écoutais les oiseaux, je sentais l'air frais, je regardais la ville se réveiller. C'était méditatif, guérisseur. Linda et moi avons développé une routine de déjeuner ensemble chaque mercredi, en alternant entre son appartement et le mien. Ces déjeuners sont devenus le point culminant de ma semaine. Nous cuisinions ensemble, expérimentions de nouvelles recettes, rions de tout et de rien. 3 mois après mon déménagement, j'ai reçu un autre message d'Edouard. Cette fois, c'était différent. Maman, je sais que nous n'avons pas parlé depuis des mois. Je sais que les choses se sont mal terminées. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Grace et moi avons des problèmes. Elle veut des choses que je ne peux pas lui donner. Elle est toujours insatisfaite. Veut toujours plus. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle te traitait de la même façon. Comme si ce que tu donnais n'était jamais assez. Je crois que je comprends maintenant pourquoi tu es parti. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu saches que je comprends. J'ai lu le message plusieurs fois. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, voulait courir le serrer dans mes bras, voulait tout reconstruire. Mais une autre partie, celle qui avait appris à se protéger, m'incitait à la prudence. J'ai montré le message à Linda lors de notre déjeuner du mercredi. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. Je vais répondre, mais avec des limites claires. C'est mon fils et je l'aime, mais je ne peux plus être la mère qui sacrifie tout pour lui. S'il veut une relation avec moi, ce doit être selon mes conditions, ai-je dit avec une fermeté qui m'a surprise. J'ai écrit une réponse soignée. Edouard, j'apprécie ton message et ton honnêteté. Comprendre ce qui s'est passé est la première étape. Si tu veux reconstruire notre relation, tu es le bienvenu, mais ça doit être différent. Je ne suis plus la maman qui se laisse manipuler ou maltraiter. J'ai ma propre vie maintenant, mon propre espace, mes propres limites. Si tu peux respecter ça, on peut recommencer. Je t'aime, mais je m'aime davantage maintenant. Maman. Sa réponse est arrivée le lendemain.
Je comprends, maman. Pourrais-je te rendre visite un jour? Juste pour voir comment tu vas. Comment est ton nouvel appartement? Sans Grèce. Juste moi. Nous avons convenu qu'il viendrait le dimanche suivant. J'ai passé toute la semaine nerveuse, nettoyant obsessionnellement l'appartement, même s'il était déjà propre, préparant et repensant mentalement à ce que je lui dirais. Le dimanche, il est arrivé ponctuellement à 15 heures. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un Édouard différent, plus mince, avec plus de cheveux gris, avec des yeux fatigués mais aussi plus doux. « Salut, maman », a-t-il dit d'une voix tremblante. « Salut, mon fils », ai-je répondu, et nous nous sommes étreints sur le seuil. C'était une étreinte longue et guérisseuse, pleine de choses non dites. Je lui ai montré l'appartement. Il a parcouru chaque espace, touchant attentivement les meubles, regardant les photos sur les murs, observant tout. « C'est beau, maman. C'est petit mais confortable. »« Ça te ressemble », a dit Édouard avec sincérité. Nous nous sommes assis à ma table près de la fenêtre. Je lui ai servi du café et des biscuits que j'avais achetés ce matin-là. Nous avons parlé pendant des heures. Édouard m'a parlé de ses problèmes avec Grèce, de la façon dont elle le pressait constamment pour plus d'argent, plus de choses, plus de statut. Il m'a dit qu'il avait commencé une thérapie pour comprendre ses schémas comportementaux. Le thérapeute m'a fait voir que je répétais avec Grèce la même chose que papa t'a fait. Je l'ai laissé te maltraiter parce que je voulais garder la paix dans mon mariage, sans réaliser que je sacrifiais ma relation avec toi, a admis Édouard avec des larmes dans les yeux. Édouard, ton père et toi êtes deux personnes différentes. Ton père nous a abandonnés. Tu es resté, bien que de manière déformée. Le fait que tu le reconnaisses maintenant signifie que tu peux changer, ai-je dit en lui prenant la main par-dessus la table. Pourras-tu me pardonner un jour, a demandé Édouard en me regardant directement. Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Le pardon n'est pas pour toi. C'est pour moi, pour me libérer du ressentiment. Mais le pardon ne signifie pas oublier ou revenir à ce que nous étions. Cela signifie avancer avec des limites plus saines, ai-je expliqué calmement. Édouard a hoché la tête en signe de compréhension. Est-ce que Grèce sait que tu es ici, ai-je demandé. Oui, ça ne lui a pas plu, mais je ne lui donne plus le pouvoir de décider de mes relations. C'est un autre changement que je suis en train de faire, a répondu Édouard avec détermination. Notre relation après ce jour a été une reconstruction lente mais sincère. Édouard a commencé à me rendre visite toutes les 2 semaines, toujours seul, toujours respectueux de mon espace et de mon temps. Il me posait des questions sur ma vie, mes activités, mes amis. Il m'écoutait vraiment, pas seulement en attendant son tour de parler. 6 mois plus tard, Édouard et Grèce ont divorcé. Je n'ai pas été surprise. Certaines relations sont construites sur des fondations toxiques qui finissent par s'effondrer. Édouard a emménagé dans un petit appartement similaire au mien et a commencé son propre voyage de découverte de soi. Aujourd'hui, 1 an après avoir emménagé dans mon appartement, je suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant le coucher de soleil sur le parc. J'ai 75 000 € en banque, intact. Mon appartement est entièrement payé. Ma pension mensuelle de 500 € couvre mes dépenses de base. Je vis modestement, mais avec dignité. Édouard vient me rendre visite toutes les 2 semaines. Notre relation n'est pas parfaite. Elle ne le sera probablement jamais, mais elle est honnête. Il apprend à être un meilleur fils, et j'apprends à être une mère avec des limites saines. Linda est toujours mon rock, ma meilleure amie, ma famille choisie. Les femmes de mon cours de tricot sont devenues mon cercle social. J'ai des projets pour faire un petit voyage l'année prochaine, quelque chose que je ne m'étais jamais permis de faire. Ma vie n'est pas extraordinaire. Je n'ai pas de luxe ni d'aventure spectaculaire, mais j'ai quelque chose que je n'avais pas eu depuis 20 ans. La paix. J'ai mon propre espace où personne ne me fait sentir que je suis de trop. J'ai mon propre argent que personne n'essaie de voler. J'ai ma propre vie que personne ne contrôle. Parfois, je regarde en arrière et je me demande ce qui se serait passé si j'avais eu le courage de partir plus tôt. Mais ensuite, je me souviens que chaque expérience, même les plus douloureuses, m'a amené ici, à ce moment, à cette paix. J'ai 69 ans maintenant. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais que chaque jour que je vis dans cet appartement, dans mon propre espace, avec ma propre dignité intacte, est un jour gagné. C'est un jour vécu pour moi. Et cela, après une vie passée à vivre pour les autres, a plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent en banque.